La Namibie est située au sud-ouest du continent africain. Son territoire est l'un des plus secs et des moins peuplés du monde. Elle est limitrophe de l'Angola, de la Zambie, du Botswana, de l'Afrique du Sud et de l'océan Atlantique. Malgré sa superficie, plus de 800 000 km², elle est moins peuplée que dans de nombreuses petites villes. Son territoire comprend des déserts, des plateaux, des montagnes, des côtes et des zones semi-arides. Les températures varient considérablement entre le jour et la nuit, et les précipitations sont rares et irrégulières. La Namibie compte plus d'une douzaine de groupes ethniques, des tribus semi-nomades actives, de vastes zones sans électricité et des régions où les animaux traversent des chemins de terre non protégés. Elle conserve également des vestiges archéologiques non exposés, des villages allemands intacts dans le désert et des coutumes inchangées depuis des siècles. Ce n'est pas un pays figé dans le temps, mais beaucoup de choses y suivent un rythme qui n'existe plus ailleurs. Comment organiser la vie sur un territoire aussi vaste, si peu peuplé, si loin de tout et si contrasté? Bienvenue à Mundar. Je vous le montre aujourd'hui. C'est parti. La vie au cœur du désert. La Namibie est un pays situé au sud-ouest du continent africain. Sa superficie totale est de 824 000 km². Elle partage des frontières avec l'Angola et la Zambie au nord, le Botswana à l'est, l'Afrique du Sud au sud et l'océan Atlantique à l'ouest. Le pays est traversé du nord au sud par une ligne de démarcation qui sépare les bassins qui se jettent dans l'Atlantique de ceux qui se jettent dans le Kalahari. Bien qu'elle ne possède pas de grands ports naturels, elle possède un littoral d'environ 1700 km le long de l'Atlantique. Le fleuve Orange forme une partie de la ligne qui la sépare de l'Afrique du Sud. Les montagnes les plus visibles se situent dans deux zones. À l'ouest, les monts Namib et au nord, les monts Kaoko. Le point culminant du pays est le Königstein, à plus de 2600 mètres d'altitude. Sur ce territoire, le climat est sec dans la plupart des régions. Il existe des régions où il ne pleut presque jamais, et d'autres où les précipitations sont très irrégulières. La pluviométrie annuelle moyenne est inférieure à 250 mm. L'été est très chaud, et l'hiver, les températures chutent considérablement. Les variations climatiques entre le jour et la nuit peuvent être très marquées, notamment dans les régions désertiques. Ces trois zones naturelles importantes se distinguent. Le désert du Namib occupe toute la partie occidentale du pays. Il est constitué d'une bande de sable continue qui s'étend jusqu'à la mer. Au cœur de ce paysage se trouvent certaines des plus hautes dunes de la planète, certaines dépassant les 300 mètres de hauteur. La couleur rougeâtre du sable est due à l'oxydation des minéraux accumulés au cours de millions d'années. Cette teinte caractéristique, accentuée par la lumière du soleil, crée des paysages uniques. Le parc national d'Etosha est une autre zone clé. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un désert, c'est une région semi-aride qui abrite une faune abondante. Cependant, ce sujet ne sera pas abordé ici. L'importance de ce chapitre réside dans le fait qu'il montre comment la biodiversité en Namibie peut exister même dans des contextes où l'eau est rare. Dans ce territoire aride, les habitants se sont adaptés à des conditions difficiles. Certains villages survivent avec le strict minimum. Dans ces régions, la chaleur diurne et le froid nocturne sont extrêmes. Les maisons sont souvent construites avec des matériaux rudimentaires, comme de la terre crue ou du bois des environs. Les habitants organisent leur vie en fonction du soleil. Tout commence très tôt et se termine avant la tombée de la nuit. La vie dans le désert ne laisse guère de marge de manœuvre. Chaque déplacement est planifié, car les distances sont longues et les sources d'eau rares. Dans certaines régions, marcher jusqu'à un puits peut prendre plusieurs heures. Les routes sont en terre battue, et dans de nombreux endroits, même pas. Les transports, lorsqu'ils sont disponibles, dépendent de véhicules bien entretenus, car une panne mécanique peut laisser n'importe qui en plan. Dans les zones plus reculées, les bâtiments ne suivent pas un modèle urbain. Ce sont de petits groupes de maisons regroupés par parenté. Chaque groupe prend ses propres décisions en fonction des ressources disponibles.
La structure communautaire repose sur la coopération pour gérer l'environnement. La survie des habitants du désert ne dépend pas de grandes infrastructures, mais plutôt de routines strictes, d'une gestion de l'eau et d'un aménagement du territoire. Les températures varient tellement au cours de la journée que les matériaux de construction doivent s'adapter à cette différence. De nombreuses maisons sont orientées de manière à recevoir le soleil, ce qui leur permet de se réchauffer le matin sans être exposées aux heures les plus chaudes. L'ombre naturelle est maximisée. Des arbres ou des arbustes, s'ils sont présents, sont maintenus à proximité pour protéger les zones de stockage ou de repos de l'eau. Le vent est un autre facteur important. À certaines périodes de l'année, les courants soulèvent le sable et rendent les déplacements difficiles. Malgré cela, les habitants suivent scrupuleusement leurs habitudes. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. L'environnement désertique est impitoyable, mais ceux qui y vivent le savent bien. Chaque pas a un but. Pour survivre dans le désert namibien, il faut suivre le rythme de l'environnement sans résistance. Chaque action a une raison d'être, et la moindre erreur est coûteuse. Santé en zone rurale, guérisseurs, cliniques et plantes locales. En Namibie, les soins personnels sont étroitement liés à l'environnement naturel. Dans de nombreuses régions, notamment en dehors des villes, les habitants consultent des spécialistes traditionnels pour traiter des affections courantes. Ces spécialistes n'utilisent ni équipements modernes ni médicaments transformés, mais s'appuient sur des plantes étudiées depuis des générations et sur un savoir transmis oralement. Les guérisseurs sont des figures très respectées au sein des communautés. On les consulte souvent avant toute autre option, non seulement en raison de leur proximité, mais aussi parce qu'ils font confiance à leur méthode. Ils n'improvisent pas, mais suivent des techniques ancestrales. Leurs consultations peuvent inclure la préparation d'infusions, l'application de pommades ou la purification spirituelle par la fumée ou le chant. En Namibie, une grande variété d'herbes et de racines poussent dans les zones sèches. Certaines sont récoltées à l'aube, d'autres ne doivent être coupées qu'à certaines phases de la lune. Chaque plante a un usage spécifique. Certaines sont bouillies, d'autres trempées dans l'eau pendant des heures, d'autres encore mélangées à des graisses animales. Ils ne sont pas utilisés au hasard. Les combinaisons, les proportions et le moment d'utilisation sont clairement définis en fonction de la maladie. Parallèlement à cette tradition, un système de santé moderne existe et est actif dans une grande partie du pays. Dans les zones urbaines, on trouve des hôpitaux dotés de personnel médical, des services d'urgence et un accès à des soins plus complets. Les grandes villes, comme Windhoek, concentrent une grande partie des ressources médicales. On trouve des centres dotés d'équipements de diagnostic et de laboratoire. Cependant, la distance entre ces centres et les villages ruraux reste problématique. Dans les villages plus reculés, les centres de santé sont de petits postes avancés qui ne disposent que du minimum. Certains disposent d'infirmières et de fournitures limitées. Les transferts vers des hôpitaux plus importants peuvent prendre plusieurs heures. Pour les communautés dépourvues de moyens de transport, cela implique de longues marches ou l'attente d'un véhicule. Pendant la saison des pluies, plusieurs routes deviennent impraticables. Malgré les efforts du gouvernement pour étendre la couverture, la répartition du personnel médical est inégale. Des régions entières sont privées de médecins résidents. Dans ces cas, la population se contente de visites sporadiques ou de brigades mobiles qui se déplacent entre plusieurs villages selon un calendrier précis. Ces brigades transportent des vaccins, effectuent des bilans de santé et délivrent des médicaments. Mais leurs visites sont courtes et ne permettent pas toujours d'atteindre toutes les personnes nécessitant des soins. Dans certaines régions, une combinaison des deux systèmes est courante. Une personne peut d'abord consulter un herboriste, puis, en l'absence d'amélioration, se rendre au centre le plus proche. Dans d'autres cas, le traitement est complémentaire. Un remède naturel est pris en suivant une prescription médicale. Il n'y a pas de conflit apparent entre les deux approches. Au contraire, chacune est utilisée en fonction de la situation et de la confiance du patient. Il est également courant que des femmes âgées du village agissent comme assistantes de santé. Elles ne sont pas officiellement enregistrées, mais leur expérience est prise en compte. Elles assistent aux accouchements, soignent les blessures mineures, préparent des tisanes pour soulager les rhumes et conseillent sur l'alimentation des nouveau-nés.
Leurs connaissances pratiques se sont accumulées au fil des ans et leur intervention est souvent décisive lorsqu'une aide immédiate n'est pas disponible. Quant aux maladies les plus courantes, beaucoup sont liées au climat sec, à l'eau non traitée et au manque d'assainissement dans certaines régions. Les infections cutanées, les problèmes respiratoires et les maux d'estomac sont fréquents dans certaines régions. Pour les traiter, les méthodes traditionnelles sont combinées à des produits pharmaceutiques lorsqu'ils sont disponibles. L'accès aux antibiotiques ou aux sérums n'étant pas toujours constant, une utilisation efficace des ressources disponibles est privilégiée. Ces dernières années, plusieurs organisations internationales ont collaboré avec des centres de santé ruraux. Elles ont installé des panneaux solaires pour assurer l'éclairage nocturne et fourni du matériel de base, comme des tensiomètres et des pèse-personnes. Des campagnes de formation ont également été menées pour que les agents locaux puissent reconnaître les symptômes et intervenir rapidement. Malgré ces avancées, des défis subsistent, notamment dans les régions reculées ou difficiles d'accès. À la découverte des quartiers les plus pauvres de Windhoek est la plus grande ville et aussi la capitale de Namibie. Une part importante de la population du pays y vit. Bien que la ville dispose de quartiers organisés, de bâtiments publics et de quartiers planifiés, certains quartiers reflètent la réalité quotidienne de nombreuses personnes qui n'ont pas accès à ces avantages. Les quartiers informels se développent rapidement en périphérie. Nombre d'entre eux sont constitués de structures de fortune, construites avec des matériaux récupérés par les habitants. L'expansion de ces implantations est liée au mouvement constant de personnes arrivant d'autres régions. Elles cherchent un emploi, une éducation ou une vie différente de celle de la campagne. Mais à leur arrivée, elles ne trouvent pas toujours d'espace disponible ni de loyer. Elles construisent donc où elles peuvent, parfois sans permis. Sur les collines, au bord des routes, sur des terrains vagues non surveillés. Cela crée des rues chaotiques, dépourvues de services de base. Les maisons sont faites de tôle, de bois recyclé ou de bâches. Certaines ont des portes qui se verrouillent, d'autres sont simplement recouvertes de tissu ou de plastique. L'électricité n'est pas garantie, et l'eau est souvent collectée auprès de sources communes. Les robinets communautaires sont partagés par de nombreuses familles, et il arrive que les gens fassent la queue. La pression de l'eau varie et n'atteint pas toujours toutes les zones. En saison sèche, la situation se complique encore davantage. Les déchets s'accumulent à certains endroits. Bien qu'il existe des programmes de nettoyage, ils ne sont pas toujours fréquents. La collecte ne couvre pas toutes les zones et il faut trouver des moyens de s'en débarrasser. Certains les enterrent, d'autres les brûlent. Cela crée une fumée constante dans l'air. Les odeurs se mélangent à la poussière et à la chaleur. Pendant la saison des pluies, les chemins de terre se transforment en boue et de nombreuses maisons fuient. Les enfants de ces quartiers jouent souvent dans les rues en terre. Ils utilisent des objets trouvés pour inventer leurs propres jeux. Ils courent entre les poteaux et les maisons serrées les unes contre les autres. Certains se rendent à l'école à pied s'il y en a une à proximité. D'autres restent chez eux s'ils n'ont pas les moyens d'acheter du matériel ou de se déplacer. Il existe des écoles publiques, mais elles ne disposent pas toutes de place. Et lorsqu'elles en ont, les salles de classe sont souvent pleines et les ressources sont rares. Les adultes tentent de gagner leur vie comme ils le peuvent. Certains vendent de la nourriture dans la rue. D'autres nettoient des voitures, cousent des vêtements ou vendent du charbon de bois. On peut apercevoir des stands improvisés au coin des rues, de petites tables proposant des bonbons, des cigarettes ou des produits de première nécessité. Les femmes gèrent souvent ces commerces tout en s'occupant des enfants. Les hommes, pour la plupart, cherchent du travail dans le bâtiment, les transports ou comme journaliers. Le travail n'est pas toujours stable. Les revenus fluctuent donc constamment. Dans ces quartiers, les transports ne sont pas officiels. Des minibus ou des camionnettes effectuent des trajets sans arrêt officiel. On monte à bord quand on passe et on paie en espèces. Il n'y a pas d'horaire fixe. Les véhicules se remplissent vite et parfois, ils ne s'arrêtent pas faute de place. Se déplacer en ville depuis ces quartiers prend du temps et nécessite d'avoir de la monnaie. Nombreux sont ceux qui parcourent de longues distances à pied pour se rendre au travail
ou effectuer des démarches administratives. Dans les quartiers les plus pentus, il n'y a pas d'éclairage la nuit. Les rues restent sombres après le coucher du soleil. Les lampes de poche et les bougies sont courantes. Certaines maisons sont équipées de petites batteries ou de panneaux solaires basiques qui se rechargent pendant la journée. La sécurité est une préoccupation pour de nombreux résidents. Bien que les incidents graves ne soient pas toujours signalés, des vols mineurs ou des conflits entre résidents surviennent, surtout la nuit. C'est pourquoi de nombreuses familles essaient de rentrer tôt et de fermer leur maison à clé. Le village circulaire. Comment le monde Himba s'organise sans plan ni paperasse. Au nord de la Namibie, dans la région de Kunene, se trouvent les villages Himba. Ces communautés semi-nomades s'installent dans des zones arides où le terrain est dur et l'eau difficile d'accès. Chaque groupe vit dans une base fixe qui sert de point central, mais peut se déplacer en cas de manque de pluie prolongée. Les maisons sont regroupées en cercles. Au centre, un espace ouvert sert de point de rencontre. Autour de celui-ci se trouvent les huttes. Chaque habitation est faite de branches épaisses de mopane, un arbre recouvert d'un mélange de boue, de bouse de vache et de terre sèche. Le toit est en chaume compact. Il n'y a pas de structure haute, tout est bas et fonctionnel. Les maisons ne sont pas cloisonnées. À l'intérieur, on ne trouve que le nécessaire pour dormir ou ranger des objets. À une extrémité du cercle se trouve l'enclos, où les chèvres et les vaches sont gardées la nuit. Il est construit avec des rondins de bois verticaux attachés par de solides cordes. Le bétail est un élément central du système Himba. Elles fournissent non seulement des ressources, mais représentent également une valeur au sein du groupe. Chaque famille occupe une maison. Les habitations sont attribuées par lignage. Les clans sont organisés selon les lignées paternelles et maternelles. La propriété foncière dépend du groupe du père, mais la résidence et le bétail sont également gérés par la mère. Ce double système régule l'héritage, le travail et les décisions internes. Les activités commencent à l'aube. Il n'y a pas d'horloge, mais la lumière rythme le rythme. Les tâches sont réparties sans confusion. Chacun connaît son rôle. Les adultes s'occupent des lieux, des animaux et de l'entretien quotidien. Les maisons sont nettoyées fréquemment. Les réparations sont effectuées avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour leur construction. L'espace commun central est utilisé pour les réunions, les annonces ou la résolution de problèmes. Il n'y a pas de bâtiment spécifique. Tout se passe à l'extérieur. Les décisions sont prises entre les anciens du clan. Il n'y a ni papier ni acte. Les accords sont respectés. Les huttes n'ont pas de fenêtres. Il n'y a qu'une seule entrée basse par laquelle on entre accroupi. L'intérieur est frais le jour et chaud la nuit. Il n'y a pas de meubles. Les gens dorment sur des nattes ou des couvertures. Les objets sont rangés dans des contenants en bois ou en cuir. Rien n'est laissé sans utilité. Tout a son utilité. Des outils de base sont laissés près de chaque maison. Récipients pour l'eau, cordes, meules ou récipients de stockage. Rien de superflu ne s'accumule. L'ordre assure le bon fonctionnement de tout. L'après-midi, une fois les affaires urgentes réglées, le groupe se rassemble au centre. Ils discutent, vérifient l'enclos ou règlent les détails. Le rythme est régulier. La vie s'articule autour de ce cercle. Maison, enclos et espace commun. Rien de plus n'est nécessaire au fonctionnement du village. Les bâtiments ne sont pas permanents. Si les conditions changent ou si le village doit être déplacé, le nécessaire est démonté et déplacé. Le nouveau site suit le même schéma, cercle, enclos et habitation. Ce n'est pas une question de tradition, mais d'efficacité. C'est ainsi que les tâches sont organisées et que la vie de groupe est maîtrisée. Telle est la routine au sein d'un village Himba. Tout repose sur des structures simples, des règles communes et des lieux conçus pour une coexistence sans conflit. Il n'y a ni plan, ni règles écrites. Seule l'expérience accumulée et le respect de ce qui est en place depuis longtemps. Rituel du feu sacré et contact avec les ancêtres. Dans chaque village Himba, il existe un lieu non partagé, celui où brûle le feu familial. Il ne sert ni à préparer les repas, ni à éclairer la nuit.
Ce feu est toujours allumé. Il marque le centre spirituel du groupe. Il est situé entre l'entrée principale du village et l'endroit où repose le bétail. Son emplacement reste inchangé. Ce feu a une signification différente des autres feux ordinaires. Il représente le lien direct entre les vivants et les morts. Il ne s'éteint jamais. S'il faiblit, quelqu'un l'alimente. Cette tâche est partagée entre les membres les plus âgés. Sa présence n'est pas décorative. Elle est entretenue par nécessité. Pour les Himbas, c'est la ligne directe avec leurs ancêtres. Lorsqu'un enfant naît, il est présenté près de ce feu. Il n'y a ni baptême ni nom écrit. L'identité est confirmée devant les flammes. Les anciens prononcent le nom à voix haute et le déposent dans le feu. Ainsi, l'enfant est uni à ceux qui ne sont plus parmi nous. Si quelqu'un décède, le feu est également présent. La famille se rassemble autour et offre des paroles pour atteindre l'esprit du défunt. Il n'y a ni temple, ni prêtre, ni horaire fixe pour ces pratiques. Chaque famille gère son feu et ses rituels de manière indépendante. La routine spirituelle fait partie intégrante de la vie quotidienne. Des offrandes sont faites. On y dépose parfois du tabac, du lait ou de la graisse. Il n'y a ni chant, ni musique particulier. Le silence fait partie intégrante du processus. Seul le crépitement du bois et la voix de l'orateur se font entendre. Le feu sert également à demander conseil. Si une récolte ne progresse pas, si le temps n'est pas favorable, si quelqu'un tombe malade, la famille se rassemble en cercle et formule sa requête. Elle ne s'adresse ni au ciel, ni à une figure lointaine. Elle s'adresse directement aux ancêtres. Selon la croyance, ils sont en contact avec un être supérieur appelé Mukuru. Mais ce contact n'est pas direct. Les vivants doivent passer par ceux qui les ont précédés. Dans ce système de croyance, les esprits ne disparaissent pas. Ils restent présents, observants et influençants. C'est pourquoi ils sont respectés, écoutés et tenus informés de ce qui se passe. Si une décision importante doit être prise, le feu est inclus. Les membres les plus âgés du groupe allument un espace plus intense, lancent des mots en l'air et attendent un signal. Il n'y a pas de réponse évidente. L'important, c'est l'acte lui-même. Outre le feu, d'autres gestes accompagnent ces rituels. Dans certains cas, un animal est sacrifié. Cela n'est pas fait par coutume ni à tout moment. Seulement lorsque la situation l'exige. Il peut s'agir d'une vache, d'une chèvre ou d'un poulet. Le sang est offert comme lien entre les vivants et les absents. La viande est ensuite partagée entre les membres du groupe. Rien n'est gaspillé. Les offrandes peuvent également inclure des cendres, des fleurs séchées ou des fragments de plantes locales. Il n'existe pas de manuel. Chaque famille suit ses propres coutumes. Mais toutes respectent le principe central. Le feu est entretenu, nourri et ne doit jamais s'éteindre. Si une famille déménage, elle apporte une braise enveloppée de cendres pour allumer le nouveau feu du prochain campement. La continuité est essentielle. Aucun visiteur ne peut traverser le chemin entre le feu et le corral sans autorisation. Ce chemin est considéré comme sacré. Il constitue la ligne directe entre le monde des humains et le monde des esprits. Le traverser sans autorisation constitue une grave offense. Même les autres Himba, s'ils viennent en visite, demandent la permission avant de s'approcher du feu d'une autre famille. Certaines nuits, le feu brûle plus intensément. Aucune annonce n'est faite. Cela se produit généralement lorsqu'un événement grave s'est produit ou est sur le point de se produire. Dans ce cas, les membres du groupe s'assoient en cercle, en silence, et l'atmosphère change. Ce n'est pas une cérémonie. Cela fait partie de la vie. Une façon de rester en contact avec ceux qui ne sont plus parmi nous, sans avoir besoin de paroles grandiloquentes. Le feu ne sert pas à raconter des histoires. Il ne devient pas non plus un événement social. Il est privé, discret et direct. Dans chaque village, il n'y en a qu'un seul, et il bénéficie du même respect que tout autre membre du clan. On ne le piétine pas, on ne le laisse pas tranquille, on ne modifie pas sa forme. Bien qu'il puisse paraître petit, sa fonction est essentielle. C'est ainsi que se maintient le lien spirituel entre les générations. Nul besoin de religion organisée ni de temple de pierre. Il suffit d'une flamme allumée
du silence et de la certitude que ceux qui nous ont précédés entendent encore. Dans les villages Himbas, le feu ne réchauffe pas seulement, il préserve aussi la mémoire. Vivre sans prises électriques. Solutions Himba pour un monde sans eau ni lumière. Dans les communautés Himba du nord de la Namibie, s'adapter à un environnement sec n'est pas seulement une nécessité, mais une pratique quotidienne. Le manque d'électricité et d'eau courante n'est pas vécu comme une lacune, mais comme une composante du contexte. Face à cela, ils ont développé des méthodes pratiques pour survivre sans dépendre de réseaux externes. L'un des exemples les plus visibles est l'éclairage intérieur de certaines structures collectives. À certains endroits, des bouteilles remplies d'eau sont placées sur les toits. Ces bouteilles transparentes fonctionnent comme une sorte de lampe naturelle. Pendant la journée, elles captent la lumière du soleil et la diffusent vers le bas, éclairant l'espace sans fil ni ampoule. Il suffit d'une bouteille d'eau propre réutilisée, ajustée avec précision. Ce système est utilisé dans les lieux de rassemblement occasionnel des enfants ou dans les petits bâtiments utilisés pour le stockage. Il ne fait pas partie d'un réseau fixe, mais répond plutôt aux besoins d'éclairage pendant la journée. Il ne nécessite ni pièces externes, ni entretien. Son fonctionnement dépend uniquement de l'angle du soleil et de la qualité de l'eau. Un autre outil courant est le four en terre cuite sèche avec du fumier. Construit sur un sol solide, il possède une base ronde et un couvercle qui concentre la chaleur. Il ne comporte aucune pièce métallique ni combustible industriel. Il fonctionne avec des branches sèches, du bois de chauffage ou du fumier. La chaleur est retenue par l'épaisseur des murs. Il est utilisé pour cuire du pain ou réchauffer des aliments. Chaque communauté l'adapte en fonction de l'espace et des matériaux disponibles. Ces fours ne sont pas démontables. Une fois prêts, ils restent en place et sont utilisés quotidiennement. Ils prennent peu de place. Ils sont nettoyés à la cendre et réparés avec de l'argile si des fissures apparaissent. Certaines familles possèdent le leur, d'autres le partagent. Son efficacité dépend de l'expérience et du souci du détail lors de sa construction. L'hygiène corporelle est également adaptée au manque d'eau. Au lieu d'utiliser des liquides, de nombreuses femmes utilisent de la fumée d'herbes séchées pour se purifier. Un petit feu est allumé à l'intérieur d'un récipient et la personne se couvre d'une couverture. La fumée enveloppe tout le corps pendant plusieurs minutes. L'odeur disparaît, la peau est parfumée et les insectes sont repoussés. Ce processus fait partie intégrante de la routine. Il n'est pas pratiqué par cérémonie, mais par nécessité. Les plantes utilisées ont des effets antiseptiques. La fumée pénètre les vêtements, les cheveux et la peau. Elle n'est pas rincée. On la laisse agir et la journée continue. La méthode a été testée de génération en génération. Elle est efficace et ne nécessite aucune ressource extérieure. En plus de la fumée, un mélange à base de graisse animale et de poudre rougeâtre est également préparé. Il est appliqué quotidiennement sur le corps et le visage. Il protège du soleil, du vent et de la sécheresse. Il contribue également à raffermir la peau face aux changements brusques de température. Ce n'est ni un ornement ni un produit de beauté. C'est une couche utile qui renforce la peau et lui sert de bouclier quotidien. Les tâches sont effectuées en groupe. Les plus jeunes aident à ramasser le fumier, à préparer l'argile ou à allumer les feux. Ils sont également chargés de nettoyer les fours et de déplacer les ustensiles. Personne ne donne de longs ordres ni n'assigne de quart de travail. Chacun contribue selon ses capacités. Le travail est constant, sans interruption significative. De temps en temps, des visiteurs ou des brigades arrivent avec une aide extérieure. Petits panneaux solaires, lampes de poche ou piles. Mais cela ne change rien au quotidien. Les principales solutions restent locales. Elles ne dépendent ni de dons, ni de technologies extérieures. Ce qui est appliqué a été testé, corrigé et entretenu par ceux qui vivent sur place. Chaque technique répond à un besoin spécifique. Il n'y a pas de pratique vide de sens ni de gestes décoratifs. Tout ce qui est fait a un but. Chaque outil est une solution. Chaque solution, une adaptation précise à un environnement où les erreurs sont coûteuses. Rien ne s'improvise. Swakopmund est solitaire, entre colonies allemandes et villes fantômes.
Sur la côte ouest de la Namibie, dans une région mêlant désert et mer, se trouve une ville qui semble tout droit sortie d'un autre continent. Son nom est Swakopmund. Son apparence rappelle les villes du sud de l'Allemagne. Les rues sont bordées de bâtiments de style européen, aux toits pentus et aux structures colorées. La ville a été fondée pendant la période coloniale, lorsque l'Allemagne contrôlait ce territoire. Elle conserve encore de nombreux éléments de cette époque. Swakopmund possède une large promenade, des boutiques organisées par secteur et un quartier de restaurants proposant des menus en plusieurs langues. Malgré son entourage de dunes et un vent constant, la ville conserve une atmosphère ordonnée. Ses rues sont pavées et la circulation est minimale. Le contraste entre son architecture et l'environnement aride environnant est perceptible à chaque coin de rue. Ici, pas de grand gratte-ciel, ni de circulation dense. Tout se déroule à un rythme paisible. L'allemand résonne encore dans plusieurs quartiers de la vieille ville. Certains panneaux sont rédigés en allemand et en anglais. Des boulangeries vendent des produits traditionnels comme le strudel et le pain de seigle. On y trouve également des cafés servant des plats typiques d'Europe centrale. Il ne s'agit pas d'une simple récréation artificielle, mais du fruit de décennies de vie communautaire qui a conservé ses coutumes. Swakopmund est également une étape importante pour les visiteurs en Namibie. Des excursions dans le désert, des vols dans les dunes et des itinéraires côtiers y sont organisés. Cependant, ce chapitre n'abordera pas le tourisme d'aventure. L'accent est mis sur la ville elle-même, sur la façon dont elle a conservé son style distinctif et sur l'impact de celui-ci sur son fonctionnement quotidien. L'habitat est organisé en quartiers bien définis. Il n'y a pas d'habitat informel au sein du centre urbain. La distribution des services de base est stable. La ville dispose de l'électricité, de l'eau courante et de systèmes d'assainissement bien établis. La construction respecte des normes strictes qui évitent les nuisances visuelles majeures. Par conséquent, même lors de la construction de nouveaux bâtiments, le style général reste inchangé. En journée, Swakopmund connaît une circulation modérée. On y trouve des bureaux, des écoles et des centres médicaux. Mais on n'y entend pas le bruit typique des autres grandes villes. Le climat frais apporté par l'océan Atlantique permet à de nombreuses personnes de se déplacer à pied ou à vélo. La circulation est rare. Les commerces ouvrent tôt et ferment l'après-midi. La nuit, l'atmosphère se fait plus calme. Il n'y a ni lumières excessives, ni vie nocturne intense. Plus à l'intérieur des terres, en suivant les routes qui traversent le désert, on découvre un endroit bien différent. Solitaire. C'est une petite ville devenue un point de passage pour ceux qui traversent la région. On y trouve une station-service, un magasin, un café et un hôtel. On y trouve également une boulangerie réputée pour sa tarte aux pommes, considérée par beaucoup comme la meilleure du pays. Le nom de Solitaire évoque son isolement. Entourée de sable, de rochers et de vent, elle est dépourvue de grands bâtiments et de routes goudronnées. Les voitures qui arrivent se garent sur la terre ferme. De vieux véhicules rouillés font partie intégrante du paysage. L'image rappelle l'Ouest américain, avec ses structures basses et sa décoration simple. Pendant des années, Solitaire était le dernier endroit où faire le plein avant d'emprunter certaines routes du désert. C'est pourquoi elle a acquis une réputation de site incontournable. Malgré sa petite taille, les visiteurs se souviennent du silence, de la chaleur sèche et de la sensation d'être loin de tout centre urbain. Il n'y a pas de circulation, pas de service téléphonique constant et pas de grands rassemblements. Les ouvriers entretiennent les installations dans un état rudimentaire. Il n'y a pas de luxe, mais tout est propre et opérationnel. Le magasin vend des produits de première nécessité. L'hôtel dispose de quelques chambres. Le café sert des repas simples et des boissons fraîches. L'électricité est fournie en partie par des générateurs ou de petits panneaux solaires. Il n'y a pas de lampadaire à l'extérieur. Au coucher du soleil, l'obscurité recouvre tout le périmètre. Swakopmund et Solitaire illustrent deux modes de vie distincts en Namibie. L'un est plus structuré, avec des traces coloniales visibles dans son urbanisme.
L'autre est plus isolé, axé sur une fonctionnalité minimale pour survivre dans le désert. Ils n'ont aucun lien direct, mais ils partagent le même pays, le même climat et une façon particulière de tenir bon sur un territoire vaste, aride et peu peuplé. C'est ainsi que deux points fixes apparaissent sur la carte de la Namibie. L'un fait face à la mer, l'autre à la poussière. La côte des squelettes et ses secrets dans le brouillard. Dans l'ouest de la Namibie, là où le désert du Namibe rencontre l'océan Atlantique, se trouve une bande de terre appelée la côte des squelettes. Cette zone s'étend sur environ 500 km de long. Son nom fait référence aux épaves de bateaux échoués et aux ossements d'animaux retrouvés le long du rivage. C'est une zone isolée, d'accès restreint et soumise à des conditions météorologiques difficiles. Un épais brouillard est fréquent dans cette région. Il se forme lorsque l'air froid de l'océan entre en contact avec la chaleur sèche du désert. Ce brouillard recouvre le paysage une grande partie de la journée, réduisant la visibilité et rendant la navigation difficile. Il n'y a ni signalisation claire ni sentier balisé. Le littoral semble se répéter à l'infini. Sable, rochers et épaves rouillées. Les navires qui ont coulé ici ont été piégés par de forts courants et l'absence de mouillage sûr. Ce n'était pas un accident isolé. Au fil des ans, des dizaines de navires se sont échoués sur le rivage. Certains se sont désintégrés avec le temps. D'autres sont encore debout, bien que déformés par la rouille. Des vestiges de bois, de métal et de cordage sont encore visibles, exposés au vent constant et au sel marin. À ces vestiges s'ajoutent des squelettes de baleines et d'autres animaux marins morts près de la côte. Leurs os sont éparpillés sur le sable. Il ne s'agit ni d'un paysage ni d'une attraction touristique. Ils font partie intégrante de l'environnement. Ils demeurent là, blanchis par le soleil, comme un témoignage direct des conditions extrêmes qui règnent dans la région. La ligne qui sépare la terre de la mer n'offre aucun refuge. La faune marine a continué de prospérer malgré un environnement hostile. Certaines zones de la côte abritent des colonies d'otaries. L'une des plus importantes se trouve à Cape Cross. Des milliers de spécimens se rassemblent sur le sable et les rochers. L'odeur est si forte, le bruit constant. Il n'y a pas d'infrastructures touristiques aménagées. Les visiteurs arrivent à leurs frais, conformément à la réglementation nationale sur les entrées contrôlées. Pour éviter les accidents, les autorités ont aménagé 2 entrées principales sur cette bande côtière. Les personnes qui traversent doivent enregistrer leur véhicule à l'entrée et à la sortie. Cette mesure permet de garder le contrôle en cas de perte ou d'urgence. La région est dépourvue de réseaux mobiles et les routes sont peu fréquentées. Si une voiture tombe en panne, il peut falloir beaucoup de temps avant qu'on la retrouve. Animaux en liberté dans tout le pays. La Namibie est l'un des pays ayant la plus faible densité de population au monde. Cela a permis à de nombreux animaux sauvages de continuer à se déplacer librement sur de vastes étendues du pays. Nul besoin d'entrer dans un parc national pour observer la faune sauvage. Il suffit d'emprunter les chemins de terre qui traversent le désert, les plaines arides ou les régions du nord pour rencontrer des espèces qui, dans d'autres pays, ne vivent que dans des réserves fermées. L'éléphant du désert est l'une des espèces les mieux adaptées à cet environnement. On ne le trouve pas dans d'autres régions du monde. Ses pattes sont plus longues et son corps plus fin que celui des autres éléphants d'Afrique, ce qui lui permet de parcourir de longues distances à la recherche d'eau. Sa capacité à survivre avec peu de nourriture et à supporter des températures élevées en fait un symbole du pays. Il erre dans les zones arides, se déplaçant entre collines sèches, lits de rivières saisonniers et buissons épars. Une autre espèce visible est le rhinocéros noir. Bien que ses effectifs soient faibles et qu'il demeure menacé, la Namibie abrite l'une des plus importantes populations du continent. Des programmes de surveillance sont en place pour prévenir la chasse illégale. Cependant, de nombreux rhinocéros errent encore librement sur des terrains non clôturés. On peut les observer dans les zones ouvertes, se nourrissant dans les buissons ou se reposant dans les zones rocheuses. Ils ne s'approchent généralement pas des routes fréquentées, mais laissent des traces visibles qui marquent leur présence. Le lion du désert
est un autre exemple d'adaptation. Contrairement aux autres lions d'Afrique, ces animaux vivent en petits groupes, chassent moins fréquemment et parcourent de plus longues distances pour trouver des proies. Ils peuvent rester plusieurs jours sans boire, s'hydratant grâce à leur alimentation. Ils vivent principalement dans le nord-ouest du pays, dans des zones où la chaleur est extrême et l'ombre rare. Les guépards sont communs en Namibie. Le pays compte le plus grand nombre de guépards en liberté hors des parcs fermés. Cela signifie qu'ils peuvent traverser des routes rurales, contourner des villages ou apparaître dans des terres agricoles. Pétroglyphes, météorites et paysages d'un autre monde. La Namibie possède certaines des plus anciennes traces de présence humaine dans le sud du continent. Des gravures sur pierre représentant des figures, des scènes et des symboles ont été découvertes dans diverses régions du pays. L'un des endroits les plus remarquables pour admirer ces traces du passé est Twyfelfontein, une zone classée au patrimoine mondial par des organisations internationales. On y trouve plus de 2000 gravures disséminées parmi les rochers et les surfaces planes. Les dessins ont été gravés il y a des milliers d'années par des peuples qui habitaient la région bien avant l'apparition des colonies actuelles. Aucun outil en métal n'était utilisé. Les figures ont été sculptées en frappant ou en grattant directement sur la roche. Elles représentent des animaux, des empreintes de pas, des figures humaines et des formes abstraites. Elles sont dépourvues de couleurs et de détails fins. Leur valeur réside dans leur ancienneté et dans le fait qu'elles restent visibles malgré le passage du temps. L'environnement autour de Twyfelfontein est sec, avec des monticules rocheux rougeâtres et une végétation clairsemée. Il n'y a pas de signes visibles ni de centres urbains à proximité. Les visites se font avec des guides locaux ou par des chemins de terre. L'accès est contrôlé afin d'éviter que les pas ne masquent les détails ou que les mains ne touchent les surfaces. Malgré cela, les gravures subsistent, témoignant de la présence de ceux qui y vivaient il y a plus de 5000 ans. Un autre site remarquable est la forêt pétrifiée. Située non loin des gravures rupestres, elle présente des troncs pétrifiés. Ces vestiges appartiennent à des arbres charriés par d'anciens cours d'eau et recouverts de sédiments pendant des siècles. Au fil du temps, la matière organique a été remplacée par des minéraux, préservant ainsi leur forme originelle. Aujourd'hui, ils apparaissent comme des troncs tombés, durs comme la roche, divisés en sections nettes. Les arbres n'ont ni feuilles, ni branches actives. Ils ne sont pas pétrifiés. C'est du bois massif, mais sans humidité. Leur couleur noire est due au soleil, qui les brûle sans les détruire complètement. L'image de ces arbres sur la terre craquelée, entourée de dunes rouges, est devenue une carte postale familière, bien que l'accès reste limité. Il n'y a pas de route goudronnée. Il faut marcher pour atteindre ce bassin, traversant du sable fin et des pentes abruptes. Les paysages mentionnés ci-dessus ne font pas partie d'un circuit touristique de masse. Ils restent à l'état naturel, avec peu d'intervention extérieure. Les sentiers qui y mènent sont longs, en terre battue, et traversent des zones sans signalisation ni service. La conservation repose autant sur la vigilance que sur le respect de ceux qui les visitent. Aucune structure permanente n'a été installée. La signalisation est minimale et des instructions sont données avant l'entrée. C'est ainsi que la Namibie préserve une partie de son histoire la plus ancienne, non pas à travers des documents ou des bâtiments, mais à travers des formes sculptées dans la pierre, des restes d'arbres durcis et des fragments de métal venus de l'espace. Chacun de ces éléments reste là où il a été trouvé, sans vitrine ni musée. Ils sont à l'air libre, visibles à quiconque les approche, tels des témoins silencieux qui demeurent là.